Donc, je suis Simon Delbut, je suis professeur de géographie à l'Université de Lorraine et comme vous l'a dit André Less, donc je travaille sur les paysages, les territoires de l'industrie, leur redéveloppement, leur reconversion depuis de longues années maintenant. Et je viens de Nancy, donc c'est dans le nord-est de la France, en Lorraine, et c'est une région qui a été très marquée et qui est toujours marquée par l'industrie, les anciennes industries, les actuelles, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis dirigé vers cette recherche. Je remercie énormément Angeles. Angeles, vraiment merci beaucoup pour tout le travail et puis tous les organisateurs, les organisatrices, toutes les personnes qui ont réussi malgré la grande coupure de courant à réorganiser en quelque sorte le séminaire. Merci beaucoup à tous. Alors pour commencer, en fait, je voudrais vous montrer un petit extrait de film documentaire qui est assez édifiant sur la perception ambivalente, contradictoire qu'on peut avoir du paysage industriel. Alors je vous contextualise, c'est un extrait très court. Donc ça se passe à Denain, c'est dans le nord de la France, en 1971, pas très loin de la Belgique. Et en fait, là, vous voyez une grosse usine derrière, qui est une usine sidérurgique, qui est là depuis la fin du 19e siècle. Et les industriels avaient construit autour de l'usine des cités ouvrières, des maisons pour les ouvriers, c'est des choses très classiques. Et dans les années 1970, donc au début des années 1970, ils décident de construire de nouvelles cités à 3 ou 4 kilomètres pour éviter que les ouvriers et leurs femmes soient gênés par les pollutions. Et puis dans les années 70, on commence à avoir des mobylettes, des vélos, donc des autobus, donc on peut habiter un peu plus loin de l'usine. Donc on construit des nouvelles cités, et puis on se dit, tous les gens, tous les ouvriers et leurs femmes vont partir dans les nouvelles cités. Et en fait, non. Il y a beaucoup de personnes qui veulent rester dans les cités ouvrières. Et là, il y a un journaliste qui vient et qui demande à cette dame, en fait, pourquoi elle reste dans cette cité. Donc, la traductrice est prévenue, ça parle un petit peu vite, et puis après, je vous mettrai la traduction en anglais et je vous montrerai vraiment les choses importantes à voir. Alors, il faut que la souris... Voilà, c'est bon. Vous habitez ici ? Alors, je m'aperçois que je n'ai pas démarré le chronomètre, donc je vais le faire maintenant pour essayer de ne pas trop dépasser. Donc, il y a deux choses importantes, comme dans tous les films. Vous avez déjà vu le paysage lui-même, finalement, la matérialité du paysage, avec l'usine entourée de cités ouvrières et de jardins ouvriers, donc c'est tout à fait classique, je ne reviens pas là-dessus. Et le discours, donc je vous l'ai traduit là en anglais, parce que ça, je sais à peu près l'écrire, et je vous ai mis en jaune ce qui me paraît vraiment important. Il y a un moment, vous avez dû entendre et voir, la caméra zoom sur l'usine, et le journaliste demande, l'usine, vous trouvez que c'est un paysage qui est beau ou qui n'est pas beau? Donc il lui pose une question vraiment très basique, et on s'attend tous à ce qu'elle réponde, finalement, c'est pas beau. En fait, non, un peu rapidement, un peu gênée, elle dit, on est habitué, c'est notre site. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre site. Puis à la fin, elle dit même, oui, des fois on va en vacances, mais on revient toujours ici. On revient toujours ici, c'est chez nous. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paysage industriel, d'abord, n'est pas que matériel, c'est qu'il y a aussi autre chose derrière. Et ça veut dire qu'elle est habituée à ça, que le paysage, ça fait partie d'elle, ça fait partie de son identité, ça fait partie d'elle-même. C'est ça vraiment que ça veut dire. Donc d'un côté, le paysage, comme tout paysage, n'est pas que matériel, mais il est aussi une identité, une culture, il fait partie de l'identité, il fait partie de la culture, c'est ce qu'on ressent. Là, le géographe Augustin Berg écrivait que c'était à la fois une empreinte et une matrice. Donc l'empreinte, on modifie le paysage, on le crée quelque part, en construisant des choses par exemple. Et puis matrice, le paysage nous modifie. Le paysage finalement nous contient, on fait partie de ce paysage-là et on est modifié également par ce paysage. Et ça m'amène, et ça veut dire aussi donc que quand l'usine ferme, le paysage persiste. Le paysage industriel devient certes post-industriel, mais il persiste malgré la fermeture de l'usine. Et ça m'amène à évoquer encore deux choses avant de finir cette introduction. D'abord, le paysage est un bon moyen d'appréhender l'étude de l'industrie, parce qu'il permet de voir des systèmes, il permet de voir à une autre échelle, et il permet de voir des systèmes industriels. L'usine, les cités, les jardins, les voies de communication, les autoroutes, les échangeurs, tout ce qui contribue à la vie de l'industrie. Et puis, il permet aussi une profondeur historique. Parce que le paysage, comme l'écrit François Béguin, là, le paysage est une mémoire qui enregistre et totalise.
Donc ça permet véritablement d'avoir cette profondeur historique. Ça illustre les transitions. Je vous ai mis quelques mots-clés là. Ça illustre les transitions et puis ça montre aussi que l'industrie actuelle existe toujours, puisqu'on la voit dans le paysage. Il y a toujours un paysage industriel, mais ça montre aussi les héritages. Alors, comme le disait tout à l'heure Angeles, il y a une différence en français entre héritage et patrimoine. Donc en anglais, je ne sais pas trop le faire, donc j'ai mis legacies and heritages. Je ne sais pas comment on fait en espagnol, mais en tout cas, on essaye de montrer cette profondeur historique. On veut cette profondeur historique à travers ces héritages et cette éventuelle patrimonialisation. Et puis, ça permet aussi de travailler sur les reconversions. Et ensuite, ça montre que, certes, l'idée de paysage post-industriel est pertinente, mais on ne faut pas oublier que l'industrie existe toujours. Simplement, aujourd'hui, elle s'insère dans des paysages qui sont un peu moins spécifiquement industriels, dans des paysages qui sont moins visiblement industriels, qui sont plus économiques. On dit qu'elle se banalise. Donc c'est trivialization en anglais. On dit qu'elle se banalise et on discutera de tout ça. Alors il s'agit de s'interroger dans cette présentation sur la variété des paysages industriels et post-industriels, donc de voir un petit peu ce qu'on peut trouver, mais c'est des choses que vous savez normalement déjà, mais ça permettra un petit peu de faire un balayage, et puis comment ils peuvent être mis en valeur, et en particulier comment peuvent être mis en valeur les paysages industriels, peut-être les plus petits, les plus vernaculaires, les moins spectaculaires, parce que les spectaculaires, on sait en général les mettre en valeur. Alors, je fais 3 parties. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais en France, on fait toujours 3 parties dans une présentation. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paysage industriel? Ensuite, sur la perception des paysages industriels. Et puis une dernière partie sur justement la mise en valeur de ces paysages, aussi bien les plus connus que les moins connus peut-être. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paysage industriel? Alors, j'ai mis des sous-titres emblématiques, discrets, banals, point d'interrogation. C'est un petit peu tout ça à la fois. Donc là, j'ai mis un patchwork de ce qu'on peut trouver. Évidemment, il y a des usines. Et pour beaucoup de gens, le paysage industriel, pas pour vous, je pense, mais en tout cas pour beaucoup de gens, le paysage industriel, ça s'arrête aux usines. Si vous tapez paysage industriel dans Google Images, vous allez voir que des usines. Et que des usines tubulaires, en plus. Vous savez, celles avec des gros tuyaux, des cheminées, etc. Bon, pas celle-là, par exemple. Là, j'en ai mis une, mais celle-là, elle ne va pas apparaître si vous tapez paysage industriel. Donc, on a des usines, évidemment. Vous avez un exemple en haut à gauche, là. Mais il y a toutes les annexes productives, les barrages, les canaux, les voies ferrées, les bassins de décantation, là, comme vous avez là, les tours de bureaux, comme vous avez à droite. Donc, plein de choses autour comme ça qui marquent le paysage. Et puis, il y a tout ce qui sont des annexes non productives, les logements des ouvriers, là, vous en avez à gauche, là, les jardins, mais aussi les maisons patronales, les châteaux des industriels, les services, les commerces, les foyers pour les ouvriers, etc. Il y a plein de choses comme ça, et notamment dans le cadre du paternalisme qui ont été développées. Alors, ça nous amène à distinguer, je dirais, plusieurs formes emblématiques du paysage industriel. Je précise, parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je distingue pas mine et industrie, c'est pas tout à fait, c'est pas pareil, la mine et l'industrie, mais on a des paysages globalement qui vont se ressembler avec le carreau minier au centre et puis les cités minières autour. Donc c'est pour ça que j'ai pas distingué, même si vous allez voir quelques exemples de paysages miniers dans ma présentation. Donc la première, je dirais, la première forme emblématique, celle qu'on va trouver le plus souvent, c'est ce qu'on va appeler le village ouvrier, la ville-usine, ça dépend de la taille. Donc je vous ai mis un exemple bien connu en Catalogne là, de Gracia d'Aurel Ferré, qui est une dame que je connais bien, qui travaille beaucoup sur ces structures-là. Donc ce sont, en fait, vous avez l'usine au centre, on la voit ici. Donc je pense que vous voyez, on voit, oui, la souris, c'est très bien. Donc l'usine et les habitations ouvrières. Ici, pareil, là en Lorraine, une énorme usine et puis les habitations ouvrières derrière, etc. Donc c'est un paysage emblématique de ce que sont ces villes-usines, ces villages-usines. Ces paysages industriels se sont dilatés à l'échelle des vallées. C'est-à-dire que là, ce sont des exemples un peu isolés. Mais en général, tout ça se suit le long des vallées et ça s'agglomère. Ça fait
un paysage beaucoup plus vaste, comme la Ruhr en Allemagne, par exemple, hein, où on va avoir des mines, des usines, etc. Et puis tout ça, ça va faire un énorme ensemble paysager. Alors, je vais vous mettre un exemple, un deuxième petit extrait de film. Donc là, il n'y a pas besoin de traduire, hein, j'en avais parlé avec la traductrice, je vais juste baisser le son, où vous allez voir l'ampleur de ce paysage industriel. Donc ça se passe dans la vallée de la Fensch, qui est en Lorraine, donc pas très loin du Luxembourg. Hein. Aire de manutention de produits sidérurgiques et... Donc là, on voit très bien déjà un élément annexe, hein, un port avec des tas de charbon, des tas de minerais de fer, des grues, des palans, des hauts fourneaux dans le fond, hein, les cheminées qui fument. Et là, vous avez cette vallée de la Fensch qui est entièrement encombrée, saturée d'usines, des hauts fourneaux ici, la sidérurgie, les grands bureaux de l'usine, par exemple, ici. Hein, donc c'est un des éléments du système. Les cités ouvrières derrière l'usine. Hein, et puis, encore une fois, les hauts fourneaux. Là, on voit très bien à gauche, ici, les cités ouvrières, les voies ferrées. Enfin bref, c'est un court extrait juste pour vous montrer un peu l'ampleur, la grandeur de ce paysage industriel. Alors, ce sont les plus connus. On peut le faire avec la mine, avec l'usine, hein, c'est ce qui est le plus reconnu. Mais on a aussi pas mal de paysages industriels qui sont beaucoup plus discrets, moins étudiés. Alors, appelez ça industrial rural landscape, donc des paysages industrialo-ruraux, on pourrait dire, qui sont moins connus. En effet, l'industrie est présente depuis des temps très longs, notamment des temps même proto-industriels. Et elle s'installe historiquement plutôt dans les campagnes, près d'un gisement de matières premières ou d'énergie, par exemple. Et dans ces campagnes, elle se développe souvent progressivement, pas brutalement comme ce qu'on a vu un peu sur les exemples précédents. Donc on a d'abord des paysans ouvriers qui deviennent des ouvriers paysans, puis des ouvriers tout court. Hein. Et souvent le paternalisme est un peu moins encadrant parce que les gens sont là depuis longtemps. Donc il n'y a pas forcément besoin de construire beaucoup de cités ouvrières. Et on a comme ça plein d'exemples, alors en France, en Espagne, dans plein d'autres pays, hein, de petits villages où vous allez avoir 500, 600 habitants à tout casser, et où on a comme ça des petits éléments ponctuels, alors 3 ou 4 petites usines comme ça, 2 ou 3 rangées de cités ouvrières, comme vous avez là, quelques maisons ouvrières, là un bistrot, hein, qui servait, enfin un bar qui servait pour les ouvriers, une mairie qui a été construite par les industriels eux-mêmes, qui se sont mis ensemble pour construire la mairie. Alors ça se passe, c'est aussi dans le nord de la France, hein, le Vimeux, là c'est dans le nord de la France. Et puis des maisons patronales, des petits châteaux patronaux. Et comme ça se répand un peu dans la campagne, et c'est beaucoup plus discret, c'est moins connu, mais ça fait partie aussi de l'identité locale. Alors souvent, d'ailleurs, certaines usines fonctionnent encore. Hein. Tout n'est pas fermé. C'est pas que du post-industriel. Donc certaines usines fonctionnent encore, donc il y a encore de l'industrie, et c'est beaucoup moins mis en valeur, moins connu que les grandes villes-usines ou les cathédrales d'acier qu'on pouvait avoir dans d'autres domaines. Et puis, je voudrais, au sein de ce balayage des paysages industriels, évoquer aussi l'industrie aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai mis que l'industrie se diluait dans des paysages économiques plutôt banals. Hein. Et je vais vous montrer une photo. Donc, ça se passe au nord de ma ville, de Nancy, là, dans la banlieue de Nancy, où vous avez une vieille brasserie là, qui est là depuis le 19e siècle, donc une belle usine tubulaire avec ses toits à shed. Là, hein. Je crois d'ailleurs qu'elle produit de la bière pour l'Espagne, je crois. Je me rappelle bien, j'avais repéré ça, mais bon, je ne sais plus la marque, j'ai oublié. Alors, cette usine-là, en fait, elle était toute seule à côté de la rivière et de la voie ferrée, hein, avec quelques cités ouvrières, d'ailleurs, dans ce coin-là, hein, ici. Et puis ensuite, elle s'est étendue et regardez ce qu'on a construit, ce qu'on appelle en français, je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, des hangars fonctionnalistes, hein, des hangars fonctionnalistes, et on les critique souvent, ces bâtiments-là, on appelle ça des boîtes à chaussures, hein, donc c'est très imagé, donc je pense que vous avez aussi peut-être ces expressions-là. Et quand vous regardez, donc l'usine, la brasserie s'est étendue comme ça dans les années 1990, si je me rappelle bien, et tout autour, il y a toute une zone d'activité polygono-industrielle, si je crois en espagnol, une zone d'activité qui s'est installée là, près de l'autoroute, là vous avez l'autoroute et l'échangeur, où on a tous les mêmes bâtiments. Et dans ces bâtiments, en fait, il n'y a qu'une seule usine. La seule usine, c'est celle-là. Toutes les autres, tous les autres bâtiments sont de la logistique, des entrepôts, du transport, des magasins, tout simplement. Hein, donc, et l'industrie est donc, l'usine est donc diluée dans ce type de paysage, qui est devenu d'une grande banalité. Mais il est toujours là quand même. Donc on peut dire qu'il existe encore un paysage industriel, même s'il est beaucoup moins dilué. Alors on en reparlera un petit peu d'ailleurs un peu plus tard.
Alors, comme je vous l'ai dit en intro, le paysage, c'est aussi de l'immatériel. C'est aussi de la perception, des représentations, et celles-ci sont particulièrement contradictoires vis-à-vis du paysage industriel, et c'est ce qu'on va voir dans ma deuxième partie. Alors pour beaucoup de gens, quand on parle de paysage, le paysage, ça doit forcément être beau. Mais c'est très subjectif. Ce qui est beau pour Angeles, c'est pas forcément beau pour moi. Donc c'est extrêmement subjectif ce qui est beau. Et certains auteurs parlaient même à propos du paysage industriel plutôt, de non-paysage. C'est même pas un paysage. Pour certaines personnes ou certains auteurs, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas un paysage. Par rapport au paysage agraire, religieux, militaire, on pourrait trouver plein de qualificatifs qui, eux, seraient des paysages. Eh bien, pour certains, ce ne sont pas des paysages. Rappelez-vous le journaliste tout à l'heure quand il dit cette usine, est-ce que c'est beau ou pas? Est-ce que c'est un beau paysage ou pas? Pour lui, c'est forcément pas un beau paysage, voire pas du tout un paysage. Bon, en réalité, cette perception, elle dépend beaucoup des époques. Ça, on l'oublie un petit peu. Ça dépend beaucoup des époques. La perception du paysage industriel, elle a varié au fil des époques, depuis que l'industrie existe, depuis au moins le XVIIIe siècle, même peut-être avant. Et en fait, on part d'une fascination initiale vers un rejet. Du 19e, en gros, jusqu'au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, on part d'une fascination à un rejet. Alors, au 18e, au 19e, notamment au 19e siècle, les paysages industriels fascinent. On les peint. On les met sur des peintures. Alors, je n'ai pas mis l'extrait là, mais vous connaissez sûrement Claude Monet, donc le grand peintre impressionniste. Et un de ses premiers tableaux, celui d'ailleurs qui donne le nom au mouvement impressionniste, il s'appelle Impression Soleil Levant. Et ça montre le port du Havre. Et on voit les grues, on voit les usines dans le fond. Et c'est un bel exemple. Mais là, je vous ai mis un autre exemple, plus ancien encore. En Angleterre, c'est l'un des premiers hauts fourneaux du monde, Coalbrookdale, là, donc au Royaume-Uni, en Angleterre. Et donc on les peint, il y a des peintres qui peignent ça, et puis on les photographie, on les met sur des cartes postales. Ça, c'est une carte postale qu'on envoie, et puis on voit les hauts fourneaux, là, c'est pas très loin de Nancy non plus, ça d'ailleurs, avec les cités ouvrières au premier plan, là, les hauts fourneaux, puis il y en a d'autres là, et puis il faut que ça fume. Voilà, il faut qu'on voit la fumée, il faut que ça fonctionne. Et ça fascine. Ça fascine. Voilà, les gens trouvent que c'est la modernité, le progrès technique, le futur en quelque sorte. Donc ça, c'est des choses qui fascinent. Mais cette phase de fascination, elle dure globalement, pour simplifier peut-être quand même un peu, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis la Première Guerre mondiale, par les millions de morts qu'elle a fait, montre que l'industrie peut être aussi au service de la mort. Parce que s'il n'y avait pas l'industrie, il y aurait certainement eu moins de morts, parce qu'on aurait moins pu fabriquer des armes, des tas de moyens de tuer son voisin. Bon, donc la Première Guerre mondiale, mais aussi évidemment les conditions de travail qui sont très difficiles dans l'industrie, et puis la pollution, et puis les bouleversements des paysages. Et au bout d'un moment, donc au XXe siècle, au début du XXe siècle, on commence à dire c'est quand même pas très beau tout ça, ça pose des problèmes. Donc il y a vraiment un rejet de l'industrie qui commence avec l'entre-deux-guerres, commence à rejeter un peu ces paysages industriels. Et puis ça s'accentue avec la crise des années 1970-80. Donc là, le rejet se double véritablement d'une volonté de tourner la page, puisque les usines ferment. Donc se développent, je vous ai mis là, des exemples de friches industrielles. On connaît bien ça, donc des usines fermées. Alors j'ai pas été très malin, là j'aurais dû mettre aussi des cités ouvrières qui ferment. Il n'y a pas que des usines dans les friches industrielles, il y a aussi des services qui ferment, des cités ouvrières qui ferment, etc. Donc là je vous ai mis quelques exemples dans ma région. Et les éléments industriels donc deviennent des ruines, des friches, et ça donne une image très négative aux territoires dans lesquels ils se développent. Donc les territoires dans lesquels il y a des friches comme ça, on n'a pas envie d'aller en vacances là, on ne veut pas passer sa vie ici. Donc on est en fait dans une phase de deuil, on entre dans une phase de deuil de l'industrie, on se dit il faut éradiquer tout cela, il faut faire disparaître tout ça, et on détruit énormément. À ce moment-là, à la fin du XXe siècle, on détruit énormément, et on crée ce qu'on appelle des friches nues. Vous voyez ces zones vertes là au milieu de la ville là, eh bien ce sont des usines qu'on a rasées,
hein. Et on a planté de l'herbe, des arbres, etc. Donc bon, c'est très joli, c'est un parc. Pourquoi on n'a pas construit et pourquoi on n'a pas mis des nouvelles choses dessus? Parce que c'est toujours pollué. On a juste voulu faire disparaître la verrue, faire disparaître ce qui n'était pas, entre guillemets, beau. Et on a replanté, mais on n'avait pas les moyens de dépolluer et de désencombrer les sols. Parce que les sols sont pleins de tuyaux, de fondations, etc. Et ce qui fait qu'on a comme ça des friches nues. Alors je ne sais pas comment, en anglais, je ne savais pas comment le traduire. J'ai mis Bare Wasteland. Alors la traductrice en espagnol va certainement trouver quelque chose de bien. Et certains auteurs parlent d'une peau de léopard, d'un paysage urbain en peau de léopard, parce que vous avez la ville, et puis vous avez des sortes de taches noires ou vertes, en fait, comme une peau de léopard sur la ville. Donc on est dans cette phase de deuil, on détruit énormément, mais parallèlement à ces destructions, commence à se développer dans les années 1980-1990, en parallèle, une nouvelle fascination ou nostalgie pour l'industrie. Donc on passe dans une deuxième phase, en fait, du rejet jusqu'à une redécouverte. Et le fait qu'on soit là montre bien qu'il y a aussi une sorte de redécouverte du paysage industriel. Alors, dans la culture, dans les années 1980, vous avez beaucoup de références à l'industrie, donc dans les bandes dessinées, les romans ici, les films. Donc ça, c'est un film anglais qui s'appelle Brastoft en anglais, mais vous connaissez peut-être un autre film qui s'appelle The Full Monty. Donc je ne sais pas si c'est traduit en espagnol. C'est un film où vous avez des anciens sidérurgistes, donc ils sont au chômage à Sheffield en Angleterre, et puis pour pouvoir survivre, ils montent une troupe de stripteaseurs, de Chippendales, et en fait ils font leur striptease dans les friches industrielles avec du public évidemment. Et c'est le paysage industriel de la ville. Le paysage post-industriel de la ville est vraiment un personnage quelque part, un élément du film. Donc les films et puis la musique aussi, donc ici des disques avec des pochettes, vous voyez des usines. Donc j'adore celle-là là, avec l'engrenage, etc. Donc c'est assez édifiant. Et ça va même au-delà. Plus récemment en France, il y a vraiment une très forte redécouverte de ce type de paysage. Vous avez deux films qui sont sortis, un en 2024, les deux en 2024. Celui-ci n'a pas été un très grand succès, je crois. Et il se passe dans la vallée de la Fensch. Et les hauts fourneaux que vous voyez là, ils sont éteints maintenant. Ils vont être détruits cette année. Ils vont être détruits cette année. Mais vous les avez vus dans le film tout à l'heure. Dans l'extrait de film, ce sont les mêmes. Ce sont ceux que vous avez vus. Donc vous voyez que ça a changé. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'industrie, l'histoire. C'est une histoire d'amour, mais c'est sur fond d'images, de paysages industriels. Et là, un autre film, alors je ne sais pas du tout s'il est sorti en Espagne. Celui-là, il a fait un très très grand succès en France. Ça s'appelle L'amour ouf. Et ça se passe à Dunkerque. Vous voyez l'usine ArcelorMittal, là, ici, sidérurgique, qui fonctionne encore. Les cités ouvrières, il y a des images du tournage là sur cette diapo, et il y a plusieurs films, il y en a même 2-3 autres encore qui sont sortis comme ça dans le milieu industriel. Alors cette redécouverte, cette nostalgie en quelque sorte, ouvre la voie à la patrimonialisation, c'est ce que je montrerai dans la partie suivante, et pousse aussi à une redécouverte économique de l'industrie. Vous savez qu'on parle aujourd'hui, je pense que c'est pareil en France qu'en Espagne, de réindustrialisation. On veut faire revivre l'industrie, on veut réenchanter l'industrie. Donc il y a tout un aspect économique qui va au-delà aujourd'hui de l'aspect culturel. Et les industries, alors, oui, j'ai complètement oublié, dans la décoration aussi, les verrières que vous avez peut-être tous dans vos appartements ou vos maisons, c'est quelque chose d'industriel. Ça vient de l'industrie. Ça aussi. Il n'y avait pas ça, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas ce genre de décor dans les maisons. Maintenant, il y a ça un peu partout. Bon. Et les industriels, aujourd'hui, donc, redécouvrent la nécessité d'être vus, d'être connus. Donc, on parle aujourd'hui de débanalisation. Et l'industriel n'hésite pas à mettre beaucoup d'argent, souvent, pour avoir un bâtiment original. Celui-là, il a un peu une forme d'avion, c'est une papeterie. Là, on a fait un mur miroir, un mur avec comme une sorte de miroir. Ça, c'est une usine de cosmétiques. Celle-ci, c'est une usine qui fabrique des petits joints, des joints métalliques, vous savez, pour mettre dans les robinets, tout ça, ou dans les machines, etc. Et ils ont fait une sorte de mur ici, de mur rideau avec leur production. Donc, ils essayent de rendre leurs usines, alors belles, je ne sais pas, c'est subjectif, mais au moins visibles. Donc maintenant, de plus en plus, les industriels sentent le besoin de se faire connaître, qu'on les voit. Donc il y a véritablement une perception qui est en train de changer vis-à-vis de l'industrie depuis les années 2010, c'est assez récent, par rapport au XXe siècle.
Donc tous ces éléments contribuent à considérer l'industrie plus positivement et à pouvoir envisager d'en conserver les héritages. Mais est-ce qu'on va jusqu'au paysage industriel ? Donc là, je viens sur une partie que beaucoup d'entre vous maîtrisent bien. Hein, oui, ok, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, pardon. Alors, en fait, la patrimonialisation de l'industrie commence modestement, souvent par ce qu'on appelle des sauvegardes alibi, du patrimoine alibi. On garde un petit wagonnet comme ça, voilà, au milieu d'un rond-point, une cheminée comme ça. On a rasé toute l'usine, mais on garde la cheminée. Donc ça permet de se donner un peu bonne conscience. Ça commence modestement. Ensuite, on passe souvent à des musées, mais je vais laisser tomber cette étape-là parce que le temps presse. Et on arrive à ce qu'on appelle des landmarks. Alors en français, il y a d'autres termes. Landmark, c'est un terme anglais, hein, donc géosymbole, totem territorial. Hein. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Donc des choses spectaculaires. On va mettre de l'argent pour réhabiliter ça, ici à Uckange, ici au Luxembourg, par exemple, hein, au Fourneau, au sein d'une nouvelle ville. Cette usine-là qui est devenue un centre des archives, avec une architecture très particulière. Un foyer social, ici, spectaculaire, hein, pour les ouvriers, qui est devenu une salle communale, en fait. Hein. Et puis ici, tout un carreau minier qui est conservé à Petite-Rosselle, en France, avec des bâtiments très spectaculaires. Donc on s'occupe vraiment de ces landmarks. Et l'idée, c'est que ces éléments deviennent des sortes de tours Eiffel locales. Donc je ne sais pas comment on peut traduire ça en espagnol. Vous savez que les Français, notamment les Parisiens, ils s'identifient énormément à la tour Eiffel. Hein. Elle représente le pays. Et bien là, les gens d'Uckange, moi je connais bien les gens d'Uckange, j'y vais demain d'ailleurs, j'ai un débat à Uckange demain, le 1er mai au soir. Eh bien, ils s'identifient à cette structure-là qui est très spectaculaire. Hein, et c'est leur tour Eiffel. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Alors ça demande de l'argent, c'est une complexité, mais ça demande de protéger quand même ces éléments, et ça rentre dans le paysage, parce que c'est très visible dans le paysage, donc on touche déjà au paysage. Hein. Et puis ensuite, certains sites industriels sont devenus maintenant patrimoine UNESCO et sont classés au titre de paysage. C'est le cas ici de Blenheven dans le Pays de Galles, par exemple. Donc là, c'est un élément, c'est un mont de charge. Ou alors, qui n'est pas classé au titre de paysage, mais finalement, ça revient au même. Hein. C'est Crespi d'Adda, en Italie. Ici, je vous ai mis 2 exemples, mais il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns en Espagne aussi, autour des paysages miniers. Hein. Et en France, nous avons le paysage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, donc qui est classé UNESCO, et qui est classé au titre, mais on en parlera beaucoup dans une autre intervention, donc je vais passer vite, de paysage culturel évolutif vivant. Donc c'est l'UNESCO qui a mis au point cette catégorie pour pouvoir conserver justement des paysages où il peut y avoir des choses qui soient modifiées. C'est pas comme une cathédrale ou un bâtiment où on peut le figer, hein, le mettre sous un cocon quelque part. Là, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent là, hein, au pied des terrils. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vont à l'église ici. Donc bon, c'est vivant et c'est très difficile de pouvoir conserver ces paysages parce qu'ils sont vivants. Alors l'UNESCO essaye de trouver des solutions pour protéger ça. Alors là-dessus, je voudrais plus insister, je terminerai là-dessus. Comment mettre en valeur finalement ce qui est des paysages industriels ou post-industriels discrets, pas très visibles. Voilà. Bon, pas des trucs spectaculaires comme vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc, ce que j'ai appelé vernacular industrial landscape en anglais. Hein. En français, on peut dire paysage industriel vernaculaire ou petit paysage, hein, petit patrimoine, petit paysage. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est pas forcément très original, hein. Mais déjà, il faut faire connaître. L'important, c'est de faire connaître. Donc, on restaure une statue d'un patron, on rajoute une grille là, devant l'ancienne entrée de l'usine, on fait quelques panneaux, des petits itinéraires avec des QR codes, des choses comme ça. Et en fait, l'objectif de cela, de mettre en valeur finalement ce paysage industriel discret, c'est pas pour attirer des millions de touristes. Hein, vous n'allez pas, vous, Espagnols de Madrid, aller visiter la petite ville de Thaon-les-Vosges. Là, bon, vous allez aller voir autre chose en France, évidemment. Hein, c'est pas pour les touristes, c'est pour les locaux, c'est pour les gens de la commune, les gens de la ville, pour qu'ils s'approprient leur paysage, qu'ils s'identifient, qu'ils soient fiers de ce paysage. Et quand on est fier de son paysage, de son territoire, on rend ce territoire plus attractif. On sait le défendre.
Donc l'idée, c'est véritablement qu'il y a un lien finalement entre les racines industrielles et l'actualité dans ces territoires-là. Alors un des exemples les mieux aboutis, et je finirai là-dessus avant de conclure, je trouve que c'est celui de la Bresse. Alors c'est une toute petite ville qui est plutôt touristique, d'ailleurs on fait pas mal de ski dans le massif des Vosges, hein, c'est la montagne à l'est de la France, pas une très haute montagne, hein, mais on peut faire du ski quand même, et la Bresse est surtout connue pour le ski. Mais c'était une ancienne ville-usine textile, où il y avait 15 ou 20 usines textiles à l'apogée, il n'y en a plus que 2 ou 3 maintenant. Et là, on a créé un sentier textile, vous voyez, on suit la petite bobine, là, hein, donc, pour suivre ce sentier. C'est un sentier de randonnée, hein, c'est assez physique. Hein. Et vous allez voir des héritages, pas patrimonialisés, hein, mais des héritages, des cités ouvrières, un canal d'alimentation. On vous fait une petite interprétation. Là, vous avez une vieille usine dans le fond, c'est avec les toits à chèvre, là, comme ça, hein, en dents de scie. Et puis, ce que moi j'apprécie beaucoup dans ce sentier, c'est qu'on vous fait passer aussi à côté de la boîte à chaussures, hein, de l'usine actuelle. Donc, ils continuent à fabriquer du textile, hein, parce que c'était du textile ici. Et vous avez un panneau là qui vous explique, voilà, là, on fait encore du textile. Ils font du linge de maison, c'est des nappes, des rideaux, des couvertures, des choses comme ça, hein, et qui font ici. Et ça fonctionne, hein, c'est une niche industrielle, ça fonctionne, et on mélange l'industrie passée et l'industrie actuelle, le paysage industriel et le paysage post-industriel. Donc je pense que c'est des mises en valeur qui sont peu coûteuses, qui demandent quand même un certain entretien, parce que les panneaux peuvent être vandalisés, etc., qui demandent une éducation, qui demandent une connaissance, et je terminerai là-dessus, hein, une connaissance des lieux, et toutes les interventions qu'on va entendre après la mienne participent à cela. Tout ce qu'on fait, nous, en tant que chercheurs, ça participe à faire connaître ces paysages aux habitants eux-mêmes de ces territoires-là, et à mieux défendre ensuite ces territoires, à mieux les rendre attractifs. Voilà, je vous remercie de votre attention.